Bonjour Françoise Vergès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es historienne et politologue, autrice d'un féminisme décolonial en 2019 aux éditions La Fabrique. Alors justement, les problématiques liées au décolonial sont au centre de l'attention politique et médiatique en ce moment parce que le long travail de mouvements comme le comité Adama et d'intellectuels antiracistes comme toi est en train de porter ses fruits. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui quelque chose est en train de changer ? Oui, je dirais que quelque chose a changé, justement porté par ce mouvement depuis des décennies de travail par des militants, par des intellectuels, de faire passer cette idée que le racisme n'est pas une opinion, c'est structurel, c'est systémique et que c'est en train de passer. Et puis il y a chaque fois dans des mouvements des étincelles et des moments comme ça tournant, et la mort de George Floyd en a été un, alors que il y avait eu évidemment d'autres meurtres. Mais là, c'est ces moments qui font comme ça quelque chose. Et là, je pense, sur ce travail militant et intellectuel, il y a ce nouveau mouvement qui est global. Qui est global parce que les vies noires comptent. Ce slogan aussi porte autant au Brésil qu'au Mexique, sur le continent africain, asiatique et en Europe. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de passer, je dirais. Alors effectivement, on a envie de croire qu'il est en train de se passer quelque chose et en même temps, les violences policières racistes continuent. Mardi dernier, j'ai vu qu'une députée européenne allemande noire, Pierrette Esberger-Fofana, a été brutalisée par la police à la sortie de la gare à Bruxelles. Hier, c'était une femme enceinte à Aulnay-sous-Bois, noire aussi, qui s'est faite violenter par la sécurité de la SNCF. En vrai, le combat antiraciste, il a gagné en lumière, mais est-ce qu'on est vraiment en train de gagner tout court ? Gagner, non, parce qu'on est en face d'États extrêmement durs, d'États qui militarisent la police, qui augmentent les pouvoirs de la police. Les armes de la police sont de plus en plus développées, de plus en plus efficaces pour effectivement mutiler, blesser, tuer, étouffer. Donc on est en face aussi, le capitalisme et l'État s'organisent pour contrer ces mouvements. Il n'y a jamais eu, comment dire, de gain sans lutte, et de toute façon toute avancée rencontre une contre-insurrection très dure. Il y a vraiment le sentiment justement pour ces États, comment on va garder le pouvoir, comment on va maintenir notre ordre. Donc d'un côté, il y aura peut-être quelques mesures qui sont prises, quelques condamnations de la violence, mais en disant que c'est tel et tel individu. Mais la question de la structure même, des structures de l'État et de la police ne seront pas prises en compte. Alors justement, tu parlais de ces corps conservateurs qui essayent de garder leurs privilèges en fait, et qui se cabrent en fait sur leur position. On a entendu, pour se défendre, pour défendre leur précaré, Emmanuel Macron a parlé de séparatisme quand il parlait du mouvement antiracisme, et l'autre, Manuel Valls, a parlé a craint une guerre de race, Qu'est-ce que tu penses qui leur fait peur en fait à ces corps conservateurs, à ces corps physiques en l'espèce, je ne parle pas de la police structurellement, mais qu'est-ce qui fait peur à ces gens? Comment tu t'expliques tous ces anathèmes en fait qu'ils lancent au mouvement antiraciste? Je pense qu'en France, pour parler du cas français qui est quand même aussi particulier, il y a plusieurs choses qui sont attaquées pour ces personnes. L'idée de l'universalisme français qui s'appliquerait à tout le monde, qui serait en fait universel au sens global pour toute la planète. Le savoir aussi que la République est très mêlée à l'histoire coloniale. Et donc il y a quelque chose dans la structure même de la manière dont s'est construite la République française. C'est pas le régime de la res publica, mais qui est là, que eux-mêmes se sont construits à travers cette histoire, à travers les éléments de cette histoire, ces représentations, ces lois, et qu'ils savent qu'ils vont perdre énormément de privilèges qui ne s'appuient aucunement sur leurs compétences ou leurs talents particuliers, mais sur cette position que leur a donnée, dont ils héritent d'une histoire coloniale et raciste. Donc il y a, je pense, oui, une peur et puis le sentiment que la lutte contre le capitalisme gagne parce qu'il y a cette notion qui est beaucoup moins développée en France, mais qui est très développée aux États-Unis ou en Amérique du Sud et que je trouve moi très, très, très pertinente, de capitalisme racial. C'est-à-dire que Cédric Robinson a développé, ce marxiste africain-américain, et qui dit que le capitalisme produit toujours de la racialisation. C'est pas à côté. Donc on n'a pas le capitalisme et puis la racialisation.
C'est absolument intriqué. Donc je pense, oui, il y a quelque chose qui bouge là et qui inquiète. Et la question de la guerre des races, juste un mot, c'est quand même la notion d'extrémistes blancs suprémacistes. C'est vraiment, c'est le titre d'un des livres de Gallieni, c'est c'est ce que reprennent les suprémacistes blancs aux États-Unis. Donc la guerre des races, il faudrait quand même se souvenir aussi d'où ça vient. C'est la peur du grand remplacement aussi. C'est la peur du grand remplacement. Donc quand des anciens dirigeants français l'utilisent, ils parlent raciste. Ils parlent la race. Ils ont un vocabulaire raciste qui sort de leur bouche. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils devraient le savoir. Alors, tu as parlé de capitalisme racialisé, mais est-ce que du coup, nécessairement, l'anticapitalisme est forcément antiraciste ? Parce qu'en fait, on voit que même à gauche, dans la sphère des gens qui sont et des courants qui sont plutôt anticapitalistes, on voit que l'idée antiraciste parfois a un peu de mal à vraiment prendre racine. Oui, moi je suis ce que dit Angela Davis, il n'y aura pas de lutte contre le capitalisme sans lutte contre le racisme, que les deux sont intriqués. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise connaissance à la fois de la manière dont le monde s'est organisé, de la prédation du Nord sur le Sud, sur les peuples racisés, sur les peuples noirs, asiatiques, vu du Sud global. C'est une mauvaise compréhension de comment la société est organisée, qui occupe les métiers les plus, justement, on l'a vu pendant la pandémie, les plus exploités, les moins payés et les plus en danger. Qui fait le ménage, qui ramasse les ordures dans la rue, qui balaye, qui travaille dans les postes les plus sous-qualifiés et sous-payés dans les hôpitaux, les hospices, les EHPAD, etc. Donc il y a cette mauvaise connaissance du fait que le capitalisme s'est construit sur une différence raciale, sur une racialisation. L'esclavage, c'est quand même ça. L'esclavage, c'est la racialisation du travail asservi. Pourquoi ce ne sont que des personnes noires qui ont été esclavagisées à partir d'un moment systématiquement, et qu'il y a eu cette association qui s'est faite dans la langue française, puisque on le dit très souvent, dans la langue française, les dictionnaires de langue française à la fin du XVIIIe rendent synonyme noir, nègre, esclave. C'est un synonyme dans la langue, dans les dictionnaires. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'associe entre le travail asservi, le travail esclavagisé, puis le travail forcé, et la question de la personne racialisée, qui s'appliquera aussi au monde asiatique et au monde caribéen quand la colonisation va s'étendre. Alors, il y a une notion qui suscite beaucoup de débats en ce moment, c'est celle de privilège blanc. Jean-Luc Mélenchon a affirmé hier que ceux qui parlaient de privilège blanc n'avaient probablement jamais rencontré un blanc pauvre de leur vie. C'est pertinent comme analyse selon toi ? Pas du tout, parce que ça individualise la question. Bon, moi j'ai rencontré des blancs pauvres dans ma vie, déjà à La Réunion par exemple, ce qu'on appelle les petits blancs, et justement ils ont été construits comme, ils étaient très pauvres, très exploités, ils étaient quand même blancs. Le privilège blanc, c'est pas une personne et une personne, c'est le fait qu'on reçoit des possibilités, on est beaucoup moins discriminés au logement, à l'emploi, dans la rue, on ne se fait pas arrêter 8 fois. Je suis sûre que même le petit blanc pauvre ne se fait pas arrêter 8 fois dans le métro comme un jeune noir ou un jeune arabe, enfin perçu comme jeune noir ou jeune rome par la police. On ne vous suit pas dans les magasins. Évidemment, il y a un mépris de classe, mais le mépris, le racisme est toujours beaucoup plus fort, puisqu'on sait que même des noirs riches peuvent se faire arrêter et contrôler parce que justement la couleur comme la députée européenne. Je le dis souvent, par exemple, les femmes blanches, les femmes faites blanches, fabriquées comme blanches, n'avaient pas le droit de divorcer, d'aller à l'école, de devenir avocate, médecin. Elles avaient le droit de posséder des êtres humains dès le XVIe siècle. Certaines ont été esclavagistes, ont été à la tête de grandes plantations, et ensuite dans la colonisation post-esclavagiste aussi à la tête de grandes plantations où il y avait des travailleurs forcés. Et ce qui leur donnait ce privilège, c'était d'être blanches, pas de leur genre, puisque leur genre, elles n'avaient pas les droits qu'elles ont réclamés. Donc on voit que la couleur, enfin la question est parfois plus forte, et souvent plus forte que même le genre et que la classe. Que les blancs pauvres, quand on les envoyait, quand ils partaient aux colonies, ils avaient quelque chose de plus que les indigènes. Et que même si parfois ils ont été copains avec les indigènes, ils avaient quand même la protection de l'État raciste. Et que les lois raciales qui étaient développées dans les colonies, même après l'esclavage, ne s'appliquaient pas à eux. En Algérie, le code de l'indigénat ne s'applique pas aux petits blancs.
Pareil dans les autres colonies africaines. Donc il y a un privilège d'être blanc, même pour les plus pauvres, et c'est ça de dire le privilège blanc, de le déconstruire, c'est que des blancs devraient vouloir se déblanchir, justement sortir de cette construction d'un privilège, ne plus appartenir aux blancs. Alors, il y a une autre question qui enflamme les plateaux télé et les dîners en famille, c'est la question des statues, de la statuaire et globalement de nos œuvres d'art patrimoniales. Alors, on a parlé d'Autant n'emporte le vent qui a été supprimé, mais en fait pas supprimé. C'était juste qu'ils allaient rajouter un carton devant pour expliquer, pour contextualiser l'œuvre. Mais il y a aussi voilà, cette modification de la statuaire dans l'espace public qui effraie beaucoup de gens. Toi, tu penses au contraire que c'est nécessaire au nom de l'égalité? Ah oui, c'est une question de justice. De toute façon, les villes en France, ce sont des villes faites pour des hommes blancs, jeunes, en pleine santé. Ce sont des villes hostiles aux femmes, hostiles aux gays, hostiles aux trans, hostiles aux travailleurs et travailleuses du sexe, hostiles aux migrants, hostiles aux réfugiés, hostiles aux sans-logis. Hostiles aux personnes avec des handicaps, ce ne sont pas du tout des villes accueillantes. Et donc, toute l'architecture, plus les monuments, offre une ville masculine, triomphante, guerrière. J'étais à la place Vauban, on a Gallieni d'un côté, Lyautey de l'autre, Fayolle de l'autre. Gallieni, c'est quand même frappant, il est debout, voilà, en tenue de soldat, sur 4 figures féminines qui le tiennent sur leur tête. L'une, c'est Paris, l'autre, c'est Madagascar, le continent africain, le continent asiatique. Donc des continents féminisés qui tiennent sur leur tête, comme par exemple des femmes dans le Sud tiennent sur leur tête. Là, on a toute une esthétique du viol, du vol, de la soumission, du pouvoir, d'une masculinité guerrière, militarisée. Je ne vois pas en quoi ça nous apprend l'histoire quand on nous dit que c'est une histoire qu'on nous apprend. Je suis pour plus d'égalité, plus de justice, pas nécessairement des remplacements, une ville qui respire un peu plus, puisque les questions de respirer de plus en plus aujourd'hui, et que, évidemment, et je pense que ce que tu dis aussi sur pourquoi les personnes protestent, même dans la gauche, qu'il y a en fait un attachement émotionnel à ces statuts, même par des personnes qui vont ensuite écrire sur Gallieni, le criminel colonial, ou Bugeaud, évidemment, mais que quand même il y a un attachement. Il y a un attachement émotionnel, ça fait partie de leur paysage. Et donc, pour eux, de l'enlever, ça va vous dire vraiment une transformation profonde, au plus profond, de revoir qu'est-ce qu'on fait, quel est l'espace qui va devenir accueillant, quel est l'espace où la France va vraiment prendre conscience de son histoire. Et quand on nous dit on n'enlèvera pas les statues, c'est de nous dire votre histoire, vos mémoires ne comptent pas. Votre présence dans ce pays ne compte pas. La présence qui compte, la stature qu'on fait, ça sera celle de l'homme blanc conquérant. Est-ce que si on va un peu plus loin sur cette histoire de statut, alors toi, j'ai entendu, là tu le dis, puis tu l'as dit dans d'autres interviews, tu dis qu'il faudrait plus de femmes, tu dis qu'il faudrait plus de noirs, mais est-ce qu'il faudrait pas aussi plus de pauvres? Parce que je sais pas que je reviens à ce que disait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, mais finalement, ces déboulonnages de statuts, est-ce qu'on n'oublie pas un peu la dimension intersectionnelle? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on met en place, tu parlais de triomphe, tu disais c'est des statues triomphantes, mais le problème d'une statue, c'est qu'elle est toujours un peu triomphante. Est-ce qu'on peut mettre des anonymes en statue? Mais moi, je serais tout à fait pour. On sait bien que la Commune de Paris n'est célébrée nulle part, les insurrections ouvrières, les insurrections paysannes, tout ce qui a fait l'histoire de ce qu'on appelle les anonymes, et justement moins de figures peut-être héroïsées et qui deviennent vraiment là le centre. En même temps, on a besoin un peu de ça. Mais moi, je ne suis pas sûre que, par exemple, remplacer dans le 7e arrondissement une statue de colonel, d'un général colonial par la statue d'Aimé Césaire changerait profondément les choses. Par exemple, on pourrait se demander quels sont les jeunes des quartiers populaires qui iront dans cet endroit. Je veux dire, la question vraiment, c'est quel est l'espace qu'on va donner et quelle est la mémoire, justement, puisque les statuts, c'est pas l'histoire. C'est des choix politiques. À un moment donné, il y a des statuts qui ont disparu, qu'on a enlevés tout au long de l'histoire. Donc, nous dire que de toucher à celle-là, on va détruire quelque chose, ça n'arrête pas. Et je pense que si, par exemple, la demande avait été de remplacer la statue de Lamartine, enfin je dis Lamartine, je ne sais même pas s'il y en a une, par la statue de Simone de Beauvoir et de Simone Veil, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette controverse. Je ne pense pas du tout. Je pense que si des féministes blanches avaient demandé qu'il y ait plus de statues de femmes, il n'y aurait pas eu cette controverse. La question, c'est vraiment les figures coloniales de criminels de guerre coloniaux, parce que c'est rattaché à l'histoire de la République.
Alors, tu as pris soin de dissocier histoire et mémoire. Je pense qu'effectivement, c'est très important. On peut même, il y a même une troisième chose qui est importante, c'est la notion d'art, parce qu'en fait, une statue, en fait, c'est un peu les trois en même temps. C'est un bout de l'histoire, un bout de mémoire, et puis aussi une œuvre d'art. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème lorsqu'on aborde ces questions-là? C'est qu'en fait, on mélange. On mélange les trois. Parce qu'il y a une licence artistique qu'il n'y a pas forcément... Enfin, l'histoire est une science, l'art est une licence et la mémoire, qu'est-ce que c'est Oui, mais on peut travailler, tu vois, c'est justement un travail. Quand on voit le mémorial qui a été fait aux personnes victimes de lynchage aux États-Unis, il y a eu une réflexion. Donc, il doit y avoir une réflexion. La question, c'est pas de laisser l'artiste faire sans qu'il ne connaisse l'histoire. Il y a par exemple un mémorial aux victimes de l'esclavage ça n'a pas de sens. Donc il y a un travail à faire entre un choix, les personnes d'un quartier, d'une ville décident que voilà les mémoires que nous voulons voir apparaître dans ce paysage mémorial urbain, et discuter de l'esthétique avec les artistes. Et je suis d'accord avec toi qu'il y ait plus aussi de monuments de groupe. Je ne dirais pas non plus chaque fois un personnage. Où verra-t-on effectivement des représentations des insurrections ouvrières qui ont secoué le Paris de toujours, jusqu'à encore de battre le pavé? Où est la foule révolutionnaire à Paris? Où est-elle représentée? Qui justement va mêler des tas de personnes des personnes, ce que je veux dire, pas seulement des personnes blanches. Par exemple, on sait qu'en 68, travailleurs immigrés jouent un énorme rôle. Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi, par exemple, les Algériens noyés dans la Seine, c'est une plaque que personne ne regarde? Donc il y a quelque chose, effectivement, de repenser. L'espace, il est fait par le pouvoir, et il est là pour faire transmettre une idée de pouvoir avec son esthétique, justement. Avec cette esthétique du pouvoir, de la soumission. Et non pas une esthétique de l'histoire anonyme, de l'histoire de ceux qui font l'histoire, celles et ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire les opprimés, toujours. Mais je ne veux pas enlever l'idée de mettre quelques personnes iconiques parfois. Mais je ne suis pas non plus pour... Je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a une solution libérale qui dirait on va mettre Césaire, Senghor, puis je ne sais pas qui, ici et là. Ça, c'est la solution néolibérale. Hein, c'est comme dans le supermarché, on va rajouter quelques marchandises de la cuisine orientale. Il faut faire attention à ça. Ça va plus loin. Et de nouveau, la question des statuts, ça va plus loin que la statuaire. Ça fait partie du mouvement de l'antiracisme politique aujourd'hui. Ça fait partie du mouvement pour la justice sociale. On sait bien qu'on déboulonne une statue, ça n'arrêtera pas les contrôles aux faciès, ça n'arrêtera pas la violence policière. Il faut que ça fasse partie de tout cela. Alors là, tu disais que c'était le pouvoir qui commandait aujourd'hui l'espace public. Aujourd'hui, ce pouvoir, il est quand même assez moyennement démocratique, c'est-à-dire que c'est pas nous qui l'avons. Quel rapport tu entretiens avec la notion de l'égalité dans le déboulonnage? Parce que par exemple, on pourrait se dire, tiens, demain, toi et moi, on va déboulonner une statue. Enfin, je sais pas si on aura la force, mais on peut être à plus et dire, on va la, comme ça a été fait, par exemple, on l'a vu aux États-Unis, c'est-à-dire que le faire de façon en dehors du cadre de la loi et du cadre de nos institutions. Est-ce que pour toi c'est pertinent ou est-ce que toi c'est vraiment le pouvoir que tu interpelles? Non, je n'interpelle pas le pouvoir. Je pense que nous avons notre autonomie à garder, que les statuts qui ont été balancés en Angleterre ou aux États-Unis, c'est quand même des statuts qui avaient été depuis des décennies pointés du doigt en disant mais qu'est-ce que font ces généraux confédérés, ou c'est le statut de cet esclavagiste à Bristol. Donc ça repose aussi, je le dis, sur un terrain beaucoup plus large d'une demande de justice dans l'antiracisme politique, de l'enseignement, de l'éducation, des musées. Pour qui sont faits tous ces endroits? Pour une certaine classe, pour une certaine caste. Donc c'est un mouvement vraiment de justice, d'égalité, mais plus large que simplement un alignement de 50-50. Tu vois, comme le féminisme blanc-bourgeois peut réclamer un 50-50. Moi, je suis pour une transformation des codes, des normes profondes qui ferait apparaître qu'est-ce que serait un espace décolonial urbain. Qu'est-ce que serait l'espace urbain décolonial? Mais alors, en vrai, il existe un peu à travers ce qu'on appelle le street art. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, plein de fresques sur lesquelles il y avait écrit « Justice pour Adama », on a peint le visage de George Floyd sur des métros, etc. Donc, on s'empare de cet espace, mais pour l'instant, c'est en dehors du cadre institutionnel.
Il y a deux choses, on s'empare de cet endroit, de ces espaces, tu as tout à fait raison, et le street art est extrêmement important, ou les choses parfois éphémères. Moi je suis aussi, par exemple, des interventions, des performances éphémères, j'en avais vu quand je vivais aux États-Unis, ça peut être très fort hein, tout d'un coup. Donc je suis aussi pour quelque chose parfois qui soit de l'éphémère, pas nécessairement du rigide. Justement, ne pas rentrer dans la logique du pouvoir, il faut de la pierre, il faut du fer. Il faut aussi des choses, parce que l'histoire change, les choses changent. Tu vois, par exemple, si on prenait l'espace de Barbès-Belleville, très populaire, très changeant, très transformé, et qu'on quelles seraient les différentes mémoires, les couches de mémoire qu'on voudrait voir apparaître, à la manière évidemment sur des murales, mais aussi d'autres formes, ça serait très intéressant de le voir. Mais il y a une interpellation quand même du pouvoir, puisque le pouvoir, lui, nous dit, on ne fera, c'est ainsi, et ça ne changera pas. Là, on l'interpelle. Mais pourquoi il y a Gallieni? Mais pourquoi il y a Bugeaud? Mais pourquoi? Mais toutes ces personnes, ce sont d'horribles criminels. Vous n'auriez pas de statut de gens qui ont commis des crimes en Europe. Pourquoi vous avez des personnes qui ont commis des crimes? Et quand on nous parle d'effacer l'histoire, mais l'État colonial français a effacé l'histoire dans les colonies, a rasé des villes, a détruit des palais, a volé tous les objets qui sont maintenant dans les musées français. Donc la question... L'État s'est permis d'effacer l'histoire de peuples entiers, s'est permis d'effacer l'histoire. L'État, c'est surtout l'État effectivement a été criminel effectivement dans son action lorsqu'il s'agit de raser des civilisations, raser des villes, etc. Pour autant, par exemple, l'histoire de l'esclavage est enseignée à l'école. À peine, très peu. De façon assez mauvaise, si tu veux, c'est plutôt, c'était mal, il y a eu des victimes. On n'explique pas aux enfants en quoi nous vivons toujours dans un monde qui a été modelé par l'esclavage colonial. En quoi l'esclavage colonial a contribué à l'enrichissement de l'Europe, à la division nord-sud, au fait que sont rentrés en Europe, à transformer profondément les goûts, la culture. Quand le sucre, le café, le tabac arrivent, le chocolat, ça transforme profondément. Ça transforme même la manière dont les personnes sont genrées. Fumer, c'est devenir un homme à un moment donné. En Europe, il n'y a pas de raison naturelle à ça. Donc, profondément comment ça transforme, comment des villes deviennent riches, comment des familles deviennent riches, comment ça va changer la banque, comment ça va changer l'assurance, l'industrie maritime, les industries du textile pour faire les voiles de bateaux, pour échanger pour acheter des Africains et des Africaines. Donc tout ça n'est pas suffisamment compris. En quoi c'est fondamental, en quoi l'histoire l'esclavage colonial transforme profondément la France et pourquoi toujours la République française maintient en dépendance l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, qui ont été des colonies esclavagistes. Donc toute cette histoire est toujours prise. Et je voudrais juste rajouter que la question de l'esclavage, c'est pas que de l'histoire. Tu pourrais l'apprendre dans l'art, dans la littérature, la géographie, les sciences, la médecine, les plantes médicinales que connaissaient les esclavagisés. Il y a des tas d'entrées dans l'esclavage qui permettent aussi de sortir de ce monopole de l'écriture, de l'histoire par les historiens, de voir aussi que par exemple les témoignages d'esclaves qui viennent de côté sont des textes aussi, qui sont des textes, on pourrait dire politiques, hein, des textes sur la liberté, sur l'aspiration absolument insatiable de la liberté, et pourquoi ça ne serait pas à côté de textes de philosophes sur la liberté. Ça a autant d'importance, c'est des personnes qui risquent leur vie pour la liberté. Donc c'est une transformation aussi de la pédagogie, de la manière dont on enseigne les choses. Alors j'ai une dernière question, Françoise Vergès. En ce moment, on parle aussi beaucoup de l'utilité ou du problème des statistiques ethniques, terme relativement impropre, je trouve, qui permettrait de récupérer des données statistiques quant à la couleur de peau dans la population française. Toi, tu en penses quoi? Je pense que ça serait bien, mais je m'appuie plutôt sur le travail de gens, de sociologues comme Patrick Simon, de militants. C'est-à-dire que aussi ces statistiques ethniques doivent être accaparées par les personnes. C'est pas l'État qui va décider. On ne doit pas avoir encore un secrétaire d'État aux statistiques ethniques qui va... comment ça se passe vraiment sur le lieu du travail? Comment les personnes les plus concernées vont parler de cela? De quoi elles ont besoin? Moi, je pars toujours, il faut partir des personnes les concernées. Qu'est-ce qu'elles disent? Les personnes les plus vulnérables, les plus précarisées, les plus exploitées, c'est leurs paroles qu'il faut écouter.
Et c'est de là qu'il faut partir pour établir des statistiques ethniques, pour mieux comprendre comment ça se passe. Mais quand même, le défenseur des droits nous dit qu'effectivement, les jeunes noirs et un jeune arabe sont 8 fois plus en danger d'être arrêtés pour contrôle d'identité, c'est une statistique ethnique. Donc elle est déjà là. Quand le CSA remarque que dans les séries télévisées, les Noirs, les Arabes, c'est toujours des dealers de shit ou des choses comme ça, c'est une statistique ethnique. Elles sont déjà là. Mais alors, on aurait besoin d'aller plus loin. Parce qu'en fait, on pense souvent, le truc c'est que sur la statistique ethnique, on se dit toujours que ça va être comme dans certains pays anglo-saxons et qu'on va le faire, on va demander la couleur de la peau des gens au moment, par exemple, du recensement. Mais ce qu'on appelait l'action affirmative, ce qui était mieux quand même aux États-Unis, c'était de voir justement comment l'organisation sociale, économique et politique avait produit des inégalités. Et que par exemple, les boîtes, les entreprises africaines-américaines ne recevaient jamais de marché. Ça allait toujours aux entreprises blanches. Pourquoi dans les universités, il y avait malgré tout quand même une chose qui se faisait et que pour 1000 blancs qui rentraient, il y avait peut-être 2 noirs ou 2 autres latins ou asiatiques. Donc ça, c'est ça la question. Qui enseigne, qui arrive, qui a accès, sous prétexte justement d'une égalité qui est totalement factice et qu'il faut donc réparer, qu'il faut restituer. C'est une question de réparation, c'est une question de justice. Et ça ne peut pas être le seul moyen. C'est un des éléments dans la lutte pour la justice sociale, pour l'égalité, et donc pour vraiment ouvrir cela, ouvrir la manière dont la société reproduit des inégalités sociales, raciales. Et je relie toujours les deux. Le social est racialisé. La précarité est racialisée. On l'a vu dans Décoloniser les arts de l'association dont je suis membre. On a fait une enquête auprès des artistes racisés, mais des employés aussi, sur les conséquences du confinement. Et on voit que ces personnes disposent de moins de capital culturel, social et financier. Et donc la précarité qui touche évidemment tous les employés, les travailleurs du monde des arts et de la culture, va toucher plus précisément. On voit bien que par exemple dans les structures administratives, il y en a pratiquement que 2% qui sont même seulement adjointes de direction. Donc ça, c'est quand même, voilà, est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'il n'y a personne parmi les racisés qui serait capable d'être à la direction de quelque chose? Ah bon, ça a à voir ou ça a à voir justement avec un barrage? Mais en fait, tu vois, tu le dis, donc tu le sais. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des statistiques ethniques alors même que, effectivement, tout ce que tu dis tombe sous le sens? Ben oui, tombe sous le sens, mais ça ne se fait pas. Je veux dire, ça reste, particulièrement dans le monde des arts et de la culture, on avait remarqué. Si on avait une statistique quant au, par exemple, nombre de personnes racisées dans les postes de direction, tu penses que ça changerait quelque chose? Ça pourrait changer quelque chose. Maintenant, la question pour moi, c'est pas, on l'avait vu d'ailleurs à Décoloniser les arts, ce ne serait pas le remplacement nécessairement, parce qu'on sait bien que parmi des personnes racisées, certaines pourraient à la tête d'institutions, ça ne changerait pas grand-chose. Donc pour moi, c'est toujours lié à quelle est politique, enfin, quand je dis politique, quelle programmation, même dans n'importe quelle institution, est portée. Est-ce que c'est pour favoriser effectivement quelque chose de plus ouvert? Donc si je reprends les écoles de danse, de théâtre, des beaux-arts, etc., est-ce que ça va aussi aller avec un nouveau curriculum, des nouvelles méthodes d'enseignement, un corps enseignant un peu moins blanc masculin? Est-ce que ça va favoriser aussi des méthodes queer, enfin une pédagogie queer? Enfin, toutes ces choses-là font partie pour moi de cette justice et de cette égalité. C'est jamais 50-50. C'est aussi qu'est-ce que les personnes portent quand même. Mais évidemment, quand on voit les États-Unis, ça a été porté énormément par des mouvements politiques au sens sociaux, de justice sociale. Donc les Africains-Américains qui entraient, ils voulaient faire que la communauté avance. Donc ce n'était pas que pour individuel. Donc la statistique individuelle ne doit pas entraîner un individualisme nécessairement. Ça doit être toujours la question collective. Et la question de l'émancipation de tous et de toutes, et pas simplement de... Mais quand les personnes les plus opprimées deviennent libres, tout le monde est libre. Merci beaucoup Françoise Vergès. Merci Pablo.